Alors c'est un domaine qui est très très vaste, donc vous imaginez bien que malheureusement j'ai pas le temps suffisant pour vous exposer les nombreux avantages de ce choix, mais je vais essayer d'être assez concis, d'être assez clair et de faire le tri entre les différents arguments pour ou contre le choix d'une société civile immobilière. Alors, bon, constituer une société civile, c'est assez simple, hein. Il faut simplement au moins 2 personnes qui se mettent d'accord pour signer des statuts de société. Ça peut être tout simplement des conjoints, des frères, des sœurs, ou n'importe qui souhaite exercer une activité civile ensemble. Ceci étant dit, il faut quand même, avant toute chose, préciser que lorsque vous choisissez l'option de passer par une société au moment de l'acquisition d'un bien, vous ne serez pas, vous, directement propriétaire du bien immobilier en question, mais simplement titulaire de parts sociales. Donc ça a quand même un intérêt de le souligner avant de commencer l'exposé, puisque tous les avantages tirés du fait de choisir une SCI découlent du fait que vous êtes titulaire de parts sociales et non pas de l'immobilier directement. Alors, on va commencer, on va dresser un tableau assez simple, hein, voilà, en 2 parties. Tout d'abord les avantages, et puis ensuite les freins à la création de la SCI, ou alors les inconvénients, puisqu'il y en a, hein, il y a des contraintes que je vais développer. Donc je vais faire une petite présentation, et puis à l'issue de cette présentation, je serai à votre écoute. Si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre le plus précisément possible. Alors, en ce qui concerne les avantages de la SCI, on va dire l'avantage qui est considéré le plus largement par tout le monde, c'est celui de la transmission. Effectivement, la société civile, c'est un formidable outil de transmission, pour autant qu'on connaisse bien les conséquences de la constitution de SCI. Alors, ça peut présenter un certain nombre d'avantages fiscaux lors de la transmission, notamment si vous envisagez d'acquérir via un emprunt. Ça concerne la majorité des acquisitions. Si vous avez du passif, si vous créez du passif lors de votre acquisition, eh bien, si vous utilisez une société civile, vous allez avoir à l'actif de votre société très simplement l'immeuble, le bien immobilier que vous allez acheter, et puis au passif, eh bien, la dette qui avait été contractée auprès de la banque. Donc si vous voulez transmettre, eh bien, vous allez transmettre non pas l'immeuble en direct, mais les parts de la société. Et les parts de cette société vont être valorisées en fonction de l'actif et du passif. Donc, si vous avez un passif important, eh bien, vous allez pouvoir transmettre pour une valeur qui est proche de 0 si vous empruntez la totalité de la somme nécessaire à l'acquisition du bien immobilier. Donc ça, c'est vraiment un outil intéressant. Si vous n'avez pas d'emprunt immobilier, vous pouvez quand même transmettre avec une certaine décote. L'administration fiscale est assez tolérante et admet une décote de l'ordre de 10% par rapport à un bien qui est détenu en direct. Quand vous avez des parts sociales dans votre patrimoine, eh bien, l'administration fiscale considère qu'on peut avoir une décote de l'ordre de 10% pour illiquidité, puisque les biens que vous détenez ne sont plus difficiles à céder que si vous déteniez le bien en direct. Donc, à l'occasion d'une donation, eh bien, il faut valoriser les biens et grâce à la société, ça vous permet d'avoir une décote qui est intéressante en manière de calcul de droit de donation. Alors, les donations, on y vient, c'est que en matière de donation, vous savez que l'administration fiscale donne des abattements qui sont renouvelables tous les 15 ans. Hein. Bon, je vais citer le plus connu, c'est l'abattement en ligne directe parent-enfant, qui est de 100 000 € tous les 15 ans. Eh bien, vous pouvez utiliser la société comme véhicule de transmission en ce que vous allez transmettre un certain nombre de parts au fur et à mesure des abattements qui vous sont alloués par le fisc.
Donc si je prends un exemple très simple, eh bien, vous avez un bien qui vaut 200 000 euros, vous souhaitez en transmettre la moitié à vos enfants en pleine propriété, eh bien dans ce cas-là, non seulement vous allez pouvoir bénéficier de la décote dont je viens de parler, mais vous allez pouvoir transmettre 50% des parts de la société, et puis attendre 15 ans pour donner le reliquat, en attendant que l'abonnement se régénère. Voilà en matière de donation ce qui peut être très, très, très intéressant. Vous avez également une décote qui est autorisée en matière d'ISF. Alors là, ça concerne un petit peu moins de monde, mais c'est toujours intéressant de le souligner, c'est que l'administration fiscale là, admet parfois une décote jusqu'à 30% de la valeur des biens. Donc si vous êtes assujetti à l'ISF, futur IFI, eh bien, vous pouvez minorer jusqu'à 30% selon les conditions, selon la nature du bien. Vous pouvez décoter jusqu'à 30% de la base taxable de votre ISF. Et puis alors, en matière de fiscalité, il y a un autre élément qui est très intéressant aussi, mais bon, qui est très complexe, et donc je ne vais pas m'appesantir sur le sujet, c'est en matière d'impôt sur les sociétés, quand votre société civile est soumise à cet impôt. En règle générale, la plupart des sociétés civiles sont soumises à l'impôt sur le revenu. C'est, on va dire, une grande majorité de l'option qui est choisie par les personnes qui souhaitent constituer une société civile. Ils choisissent l'impôt sur le revenu, ça veut dire que c'est une société qui est fiscalement transparente, et quand elle génère des revenus, eh bien, les revenus sont taxés comme s'il n'y avait pas de société. Si vous optez pour l'impôt sur les sociétés, alors je ne vais pas encore une fois entrer dans le détail puisque ça a des conséquences très particulières le fait d'opter pour les sociétés, mais une conséquence intéressante, c'est que vous allez pouvoir, à l'impôt sur les sociétés, minorer votre bénéfice de tout un tas de choses que vous ne pourriez pas faire si vous n'y étiez pas à l'impôt sur les sociétés. Par exemple, vous pouvez amortir le bien au fur et à mesure des années et minorer votre bénéfice des frais d'acquisition et des frais d'emprunt, des emprunts que vous pouvez avoir contractés pour l'acquisition de votre bien immobilier. Donc voilà tout un tas d'avantages fiscaux qui sont assez intéressants pour la SCI. Alors, je nuance quand même le propos, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la plupart des SCI qui sont choisis par les personnes qui désirent une forme de sociétaire choisissent l'impôt sur le revenu. Donc si vous louez le bien, eh bien, vous serez imposé de la même manière que si vous ne détenez pas une société civile. Ça, c'est vraiment une confusion que parfois font les personnes en se disant que en achetant avec une SCI, on va payer moins d'impôts. Ce n'est pas exactement ça. Fiscalement, en matière d'imposition sur le revenu, si votre SCI génère des revenus, il n'y aura pas de différence dans votre taxation. D'accord ? Les avantages liés à la société, c'est ceux que je vous ai indiqués, sur notamment la prise en charge du passif en cas de transmission et les décotes afférents à la nature des parts sociales. Voilà, donc ça, c'est un des premiers éléments vraiment avantageux du choix de la SCI. Ensuite, il y a un autre avantage, toujours lié à la transmission, mais cette fois-ci plutôt lié à la souplesse des statuts de la SCI. C'est un élément très intéressant, puisque quand vous optez pour une société civile, vous allez pouvoir rédiger les statuts avec votre conseil selon vos objectifs. Et selon vos objectifs, ces statuts vont pouvoir être adaptés, et notamment, par exemple, si vous souhaitez conserver les revenus générés par les biens qui ont été acquis par la SCI. Donc vous n'avez pas cette obligation de distribution. Si vous détenez un bien en direct et que votre bien génère des revenus, vous percevez, si vous êtes à plusieurs, vous percevez directement les revenus générés par la location. Si vous êtes en société, vous pouvez très bien conserver dans les comptes de la société tous les revenus générés par la location. Et ensuite, ça vous permettra notamment d'investir dans la société, de payer des factures, de faire vivre la société, de faire en sorte qu'elle se développe. Donc, on peut très bien prévoir dans les statuts une obligation
de distribution, comme une obligation plus restreinte de faire des réserves, par exemple. Alors, encore, toujours pour rester dans cette idée de la souplesse des statuts, on peut prévoir dans les statuts que les bénéfices soient différents selon la nature des parts sociales. Prenons un exemple, encore une fois, si vous avez une société avec 100 parts sociales, vous pourriez très bien décider que les 50 premières parts, numérotées de 1 à 50, donnent vocation au double de bénéfices que les parts numéro 50 à 100. Donc, bon, il y a certaines limites à respecter. Vous ne pouvez pas non plus dire qu'une part sociale n'a droit à aucun bénéfice, mais vous pouvez en limiter, dans la mesure du raisonnable, vous pouvez limiter cette quote-part, ce droit au bénéfice. Donc, dans un cas assez fréquent, si par exemple vous avez des parents qui souhaitent constituer une SCI familiale en apportant le bien à une société et qui souhaitent conserver les revenus tirés de la location, bien, ils le peuvent au terme des statuts. Ils peuvent dire dans les statuts, les parts qui sont détenues par les parents donnent droit au bénéfice et celles des enfants à un bénéfice plus réduit. Un autre élément très intéressant qui concerne le pouvoir que vous pouvez vous garder dans une SCI. Les statuts, la liberté de rédaction des statuts est vraiment très large et donc vous pouvez transmettre les biens immobiliers, on pense forcément à ses enfants, vous pouvez transmettre vos biens immobiliers tout en gardant le pouvoir. Et ça, c'est souvent une demande qui est très fréquente chez les parents qui souhaitent avantager les enfants. Ils souhaitent aider leurs enfants, leur donner un coup de pouce dans la vie, mais ils ne veulent pas non plus les laisser faire n'importe quoi avec les biens qu'ils reçoivent. Alors là, la SCI, c'est un outil formidable aussi, puisque on peut penser, par exemple, à la désignation d'un gérant. Alors, souvent, c'est les parents qui sont désignés gérants, donc un gérant avec des pouvoirs étendus, avec des pouvoirs, par exemple, de vendre le bien, des pouvoirs de faire des arbitrages sur l'allocation de telle ou telle dépense. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important, souvent dans l'esprit des donateurs qui veulent transmettre à leurs enfants, c'est de pouvoir garder un petit peu un droit de regard sur ce que vont faire leurs enfants avec le bien. Donc vous pouvez dissocier en réalité les pouvoirs de la société avec le nombre de parts. Imaginez que vous avez une société avec encore une fois 100 parts, vous en donnez 99 à vos enfants, vous en gardez une et vous gardez la gérance. Et bien avec une part, en tant qu'associé, et associé gérant, eh bien vous avez le droit de tout décider dans la société. Et ça, c'est encore une fois quelque chose qui peut être très satisfaisant si vous voulez garder un droit de regard sur ce que vous avez donné à vos enfants. Et puis on peut même aller encore plus loin en prévoyant que le gérant est irrévocable. Donc tant que les parents sont là, ils sont gérants et aucune possibilité pour les enfants de mettre les parents dehors. Donc ça peut rassurer certains. Ensuite, vous avez la possibilité aussi de transmettre vos parts en vous conservant l'usufruit. Alors, c'est-à-dire que vous ne donnez simplement que la nue propriété des parts de la société. Donc l'usufruit, c'est quoi ? C'est le droit d'en garder les revenus. Donc vous transmettez le capital, la nue propriété des parts à vos enfants, mais vous en réservez l'usufruit. Donc vous avez fait une opération qui est fiscalement avantageuse puisque les droits de donation sont calculés que sur la valeur de la nue propriété, et en même temps vous conservez les revenus pendant votre vie durant, et on peut même on raffine encore la chose en prévoyant que c'est un usufruit réversible sur la dette du conjoint survivant. Ça veut dire que les enfants ne percevront les revenus tirés de la société qu'au jour du décès des deux parents. Et enfin, un dernier élément qui est très d'ailleurs la transmission et la souplesse des statuts, c'est que vous pouvez contrôler
totalement l'arrivée de nouveaux associés. Encore une crainte très fréquente chez les donateurs, c'est de dire « Ah oui, mais si mon fils ou ma fille se marie, si il veut céder ses parts à son conjoint et que les parents ne sont pas d'accord, qu'est-ce qu'on fait ?» Alors, on peut verrouiller tout ça en mettant ce qu'on appelle des clauses d'agrément. Les clauses d'agrément, c'est encore une fois un droit de veto des parents sur un droit de regard sur qui peut rentrer dans la société. On est très libre, on peut très bien prévoir une société qui était assez ouverte, on prévoit un agrément que pour des gens qui sont extérieurs à la famille, ou alors on peut carrément prévoir une société très fermée où chaque cession de parts, transmission de parts, même par décès, nécessite l'agrément. Et si l'agrément n'est pas donné, eh bien, il devra désintéresser, la société devra désintéresser la personne qui n'a pas été agréée dans la société, enfin l'associé qui veut sortir de sa société devra être désintéressé si l'agrément n'est pas donné par les parents. Alors, on présente souvent aussi la société civile comme un moyen d'éviter l'indivision. L'indivision, c'est un régime légal qui vient du Code civil, qui peut fonctionner très bien, mais qui n'est pas toujours adapté à la situation, au patrimoine et aux objectifs des personnes qui sont propriétaires à plusieurs d'un bien immobilier. Par exemple, si on prend tout ce qui concerne les actes d'administration relatifs aux biens indivis, c'est-à-dire actes d'administration dont on parle là, par exemple la constitution d'un bail sur une société, eh bien, le régime légal de l'indivision nous dit que il faut 2 tiers. Il faut 2 tiers des personnes propriétaires pour conclure un bail. Alors si on est face à un récalcitrant, on est un peu coincé. Alors on peut toujours agir en justice, mais c'est pas forcément l'idéal. Donc encore une fois, avec la souplesse des statuts, on peut prévoir de donner tous les pouvoirs au gérant pour conclure un bail sans avoir à demander l'avis des autres associés. Ou alors, on peut encore aller plus loin en prévoyant des conditions particulières en assemblée générale, des autorisations avec des quorums à respecter, des majorités spécifiques selon telle ou telle décision. Quand vous êtes sous le régime légal de l'indivision, eh bien, il y a certaines dispositions qui doivent être prises à l'unanimité. Par exemple, vendre le bien immobilier, eh bien, si vous n'êtes pas tous d'accord, la seule manière de passer outre le désaccord d'un des indivisaires, c'est d'aller en justice et demander la vente du bien. Donc on peut éviter ces blocages par le biais de la SCI en jouant sur les statuts. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Alors après, il y a d'autres choses qui sont peut-être un peu moins connues, un peu plus anecdotiques, mais on va en parler quand même. C'est le fait d'acheter avec son concubin via une SCI. Alors, quand vous achetez à 2, vous n'êtes ni marié ni pacsé, eh bien, l'inconvénient, c'est que si vous avez malheur, eh bien, les concubins n'héritent pas de l'un de l'autre. Donc on peut se retrouver, en cas de malheur, avec la belle famille, et ça encore, une fois, c'est pas forcément toujours satisfaisant. Alors, face à cette difficulté, on a des solutions quand même, il y a toujours le testament, mais un testament entre concubins, eh bien, aux yeux de la loi fiscale, vous êtes considéré comme un étranger, donc vous êtes taxé au prix fort, à 60%. Et puis, quand vous êtes concubin, vous n'avez pas la liberté. Si vous avez des héritiers réservataires, des enfants, par exemple, vous n'avez pas la liberté totale de donner ce que vous voulez par testament. Donc, on peut utiliser ce qu'on appelle une clause de tontine dans la constitution d'une SCI. Alors, la tontine, qu'est-ce que c'est ? C'est un petit peu un mot que tout le monde a déjà entendu, mais on ne sait pas tellement ce que ça recouvre. En fait, il s'agit d'une clause qui est insérée dans les statuts ou dans un acte annexé au statut, au terme de laquelle, au décès du premier associé, le survivant sera réputé propriétaire de toutes les parts sociales. Autrement dit, le défunt est censé ne jamais avoir été propriétaire et ses héritiers n'ont donc aucun droit sur ses parts. Donc c'est une clause qui, autrement appelée la clause d'accroissement,
qui permet à l'issue du premier décès de faire en sorte que le survivant soit pleinement propriétaire. Alors, ça génère une fiscalité qui n'est pas forcément très intéressante. Ça a perdu un peu de son intérêt depuis que les conjoints, les pacsés peuvent hériter sans avoir à payer d'impôt de succession, encore que les pacsés, pour qu'ils puissent hériter de l'un d'autre, doivent se consentir mutuellement un testament. Et non, ça c'est un grand point de différence avec le mariage, c'est que lorsque vous êtes marié, vous héritez automatiquement de votre conjoint, alors que vous êtes soumis à un pax, il faut faire un testament. Donc cette clause de tontine, elle a un intérêt assez limité aujourd'hui, mais quand même, si on la combine avec une société civile, eh bien la fiscalité sera quand même amoindrie, puisque la taxation se portera que sur 5%, seront taxés, la cession des parts ne sera taxée qu'à 5%. Donc, pour les personnes qui ne souhaitent pas se paxer, ni se marier, il y en a encore, ou des frères et sœurs, par exemple, qui veulent acheter ensemble, c'est peut-être une solution qui est très intéressante. Il y a quand même quelques règles de base à observer, pour ne pas considérer que c'est une opération qui est purement fiscale. Il faut que ce pacte tontinier, en fait, cette tontine, ne porte pas sur la totalité des parts, et il faut éviter que... il faut qu'il y ait un LEA, si vous voulez, qu'il n'y ait pas une différence d'âge qui soit trop importante pour justement éviter cette taxation. Voilà. Et on doit vraiment prouver le caractère réel de la société, le caractère vraiment juridique de l'existence de la société, avec l'existence d'une comptabilité tenue avec des assemblées générales. Voilà. Alors ensuite, on peut se servir de la société civile dans le cadre d'un démembrement. Alors un démembrement, c'est le fait de dissocier l'usufruit de la nue-propriété. Donc on peut, ça c'est un schéma très classique qui permet de faire bénéficier au conjoint d'une sécurité au moment du décès de son conjoint, pouvoir rester dans les lieux. Alors, de quoi il s'agit ? Je pense que le mieux, c'est qu'on prenne un exemple. Donc, on constitue deux époux, constituent une société dotée de 100 parts, d'accord, et numérotée de 1 à 100, et eh bien, madame va posséder 50 parts numérotées de 1 à 50 en nue propriété, et les 5 autres parts en usufruit. Et inversement, son conjoint, monsieur, va posséder les 50 premières parts, donc numérotées de 1 à 50 cette fois-ci, en usufruit, et les 50 autres dernières parts en nue propriété. Donc qu'est-ce qui se passe en cas de décès ? Eh bien, l'usufruit s'éteint, d'accord ? Et le conjoint survivant se retrouve avec ses parts, 50% des parts en pleine propriété, et un usufruit sur les autres parts. Donc ce qui lui permet de conserver la totalité des revenus et le droit d'habiter dans les biens. Donc c'est une manière de protéger le conjoint survivant en lui permettant d'avoir un usufruit sur toutes les parts et la première propriété sur les 50 autres parts. Alors ça, c'est un outil qui peut permettre d'avantager le conjoint, mais le revers de la médaille, c'est que si vous avantagez votre conjoint, eh bien, vous réduisez la part que vont recevoir vos enfants. Donc ça, c'est quand même à manier avec précaution si vous avez des enfants, il faut bien en mesurer les conséquences en termes de transmission à vos enfants. Voilà, donc là j'ai vraiment brossé dans des termes assez généraux les avantages de la SCI, le temps passe très vite. Donc maintenant on va passer au frein à la création de la SCI. Alors c'est souvent l'argument qui revient en premier lieu, c'est le formalisme qui est assez lourd dans le cadre d'une SCI. Quand vous constituez une SCI, il y a des formalités administratives, et puis il y a des formalités tout au moment de la création, il y a des formalités tout au long de la vie de la société. Il va falloir convoquer des assemblées générales, etc. Donc, alors tout d'abord, au moment de la création, la première des contraintes, c'est la rédaction des statuts.
Bon, alors c'est une contrainte oui et non, puisque vous avez toujours la liberté de choisir vos statuts en prenant des modèles déjà tout faits. C'est pas forcément la meilleure des options, puisque l'intérêt de la société, vous l'avez bien compris, c'est d'adapter les statuts à votre situation. D'où l'intérêt d'avoir un conseil qui puisse vous orienter vers le tel ou tel type de clause en fonction de vos objectifs. Ça, c'est vraiment très intéressant. Et donc, nous, on intervient sur la question des sociétés, puisque les sociétés peuvent être à la fois rédigées privé, c'est-à-dire vous prenez un modèle sur Internet, ou peuvent être rédigées sous forme authentique, c'est-à-dire par un notaire. Et c'est là qu'on intervient pour vous donner tous les conseils en matière de rédaction des statuts. Donc, c'est des statuts à rédiger, donc c'est une réflexion à avoir sur vos objectifs. Il y a des apports aussi à formaliser. Donc, c'est pas forcément quelque chose de très important, mais quand vous créez une société, il faut apporter une somme d'argent, que ce soit une somme d'argent ou carrément le bien immobilier, puisque, je l'ai dit en préambule, une société civile immobilière, vous pouvez la créer à tout moment, soit au moment de l'acquisition d'un bien, soit par le biais d'un apport d'un bien immobilier que vous possédez déjà en direct. Donc, il faudra matérialiser ces apports. Et puis, ça paraît un peu bête, mais il y a un nombre d'associés minimum. Vous ne pouvez pas faire une SCI tout seul, ça n'existe pas. Donc, c'est 2 associés minimum. Et c'est vrai que l'intérêt de la société civile, c'est si vous êtes 2, au moins 2. Après, si vous êtes tout seul, vous pouvez très facilement transmettre et bénéficier davantage sans passer par la structure sociétaire. Et puis, il y a des formalités de publicité à accomplir. Donc, soit vous décidez de constituer votre SCI et de vous charger des formalités, soit c'est le notaire à qui vous aurez confié cette tâche qui s'occupera de publier les formalités dans un journal d'annonce légale, d'immatriculer votre société au registre du commerce et des sociétés. Donc tout ça, ça génère évidemment un coût. Donc il y a un coût d'insertion dans un journal d'annonce légale, ça coûte environ 150 €, et puis le dépôt des statuts au greffe, une centaine d'euros. Mais il faut ajouter évidemment le coût des honoraires du professionnel qui vous aura aidé à rédiger les statuts. Donc ça, évidemment, c'est très variable selon le raffinement que vous souhaitez dans les statuts. Et ça peut aller de quelques centaines d'euros à plusieurs milliers d'euros en fonction de ce que vous souhaitez. Et tout ça, c'est évidemment librement négociable avec votre conseil, qu'il soit notaire ou autre. Alors ensuite, ça c'est les contraintes au moment de la constitution de la société, mais vous avez aussi des contraintes lors du fonctionnement de la société. Il faut tenir des assemblées générales, donc au moins une par an. Alors c'est un certain formalisme, mais si vous ne le faites pas, il va y avoir peut-être un mélange des genres entre votre patrimoine privé et le patrimoine de la société. Et le jour où vous voulez liquider tout ça, ça va être assez complexe de se démêler entre ce qui appartient à la société, ce qui vous appartient à vous. Si vous avez avancé des fonds à la société que vous n'avez pas gardé trace, vous avez une créance qu'on appelle une créance de compte courant, mais pour que les choses soient en ordre, il faut garder une comptabilité qui soit assez stricte. Et puis, après c'est assez théorique, mais l'administration fiscale pourrait contester la réalité économique de votre société. Si elle n'a pas de vie, si, admettons, elle n'a pas de compte bancaire, vous ne faites pas d'assemblée générale annuelle, l'administration pourrait vous dire, attendez, votre société civile, c'est une coquille vide, elle est purement... elle n'a aucune activité, et donc on pourrait remettre en cause le fait d'avoir créé cette ESCI. Et puis, comme dans toutes les sociétés, les décisions collectives sont prises à la majorité. Alors, c'est un inconvénient, certes, mais tout ça doit être bien organisé. C'est très important d'organiser ça dans les statuts. Malheureusement, on voit trop souvent de personnes qui choisissent des statuts qui sont déjà tout faits, tout préparés, qui ne sont pas adaptés à leur situation, et avec des statuts qui sont mal rédigés, vous pouvez vous retrouver dans une situation qui est pire que d'être en indivision, puisque vous allez avoir des règles de majorité qui ne conviendront pas du tout,
et vous pouvez vous retrouver face à des problèmes de gestion qui peuvent être très importants. Donc, encore une fois, j'insiste, l'important, si vous choisissez la structure de société civile immobilière, c'est de prêter très attention à l'élection des statuts. Voilà. Ensuite, c'est vrai qu'il y a aussi des associés qui ne sont pas libres dans les statuts. Il y a des formalités à respecter. Quand vous voulez céder vos parts, vous devez en informer la société. Il y a des agréments qui doivent être donnés. Donc, tout ça peut rendre la chose un petit peu complexe. Donc, si vous voulez prendre l'option, enfin si vous choisissez l'option de la société civile, il faut que vous y trouviez un intérêt. Il faut que vous y trouviez un intérêt, que ça réponde à vos objectifs. Sinon, c'est source de complications inutiles. Alors, il y a un risque également, évidemment, puisque qui dit société qui dit société civile dit responsabilité des associés indéfinie. Alors qu'est-ce que ça veut dire, responsabilité des associés indéfinie? Si vous contractez un emprunt, eh bien, contrairement à une société, on va dire, à responsabilité limitée, SARL ou SA ou SAS, eh bien, les associés sont personnellement et indéfiniment responsables des dettes sociales de la société. C'est-à-dire que si vous avez 30% de part de capital, alors que vous n'avez versé que 30 € au début de la création de la société, que la société contracte un emprunt énorme et que la société ne fait pas face à ses remboursements, eh bien les créanciers, les banquiers pourront venir vous rechercher sur 30% du capital dû à la banque. Donc si vous n'avez pas le pouvoir dans les sociétés de donner votre accord pour la souscription d'un emprunt, ça peut être assez fâcheux. Donc, et notamment en cas de présence d'associés mineurs. J'ai un petit peu oublié de passer ici. Voilà le formalisme. Donc le formalisme, j'en ai parlé. Et donc, en cas d'associés mineurs, c'est tout à fait possible d'associer vos enfants mineurs dans une société civile, mais ça présente un risque. Il y a un véritable écran de la personnalité morale. Ça veut dire que, vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis des tiers, eh bien, la société civile est une personne distincte, et donc les mineurs qui seraient associés d'une société qui s'endette pourraient se voir recherchés par des créanciers de la société. Donc ça, il faut faire très attention à ça. Des parents qui veulent acheter pour leurs enfants via une SCI, ils constituent la SCI, les deux parents avec, imaginons, les deux enfants. La SCI contracte un emprunt immobilier et les parents ont des difficultés financières et ne peuvent plus faire face à leur remboursement. Eh bien, la banque est en droit, après avoir attaqué la société, de venir rechercher les enfants sur leur patrimoine. Alors que vous êtes mineur, c'est pas forcément très sympathique de commencer dans la vie avec d'être endetté. Donc ça, il faut s'en méfier. Alors après, il existe des parades quand même, puisqu'il y a certaines banques qui acceptent le montage tout en s'engageant à ne pas poursuivre les associés mineurs. Mais c'est pas toujours systématique. Donc attention, et puis ça peut générer aussi des complications, puisque à chaque fois qu'il y a un mineur qui est dans une société, il faut se poser la question de savoir si il ne faut pas l'autorisation du juge des tutelles lorsque notamment un mineur fait l'apport d'un bien immobilier à une société civile. Donc ça peut alourdir toutes les procédures. Voilà, donc ça fait partie des éléments qui tendent à freiner l'utilisation des sociétés civiles, ou alors de bien cadrer les conditions dans lesquelles vous voulez vous engager. Alors après, il y a d'autres inconvénients qui sont plus anecdotiques, notamment le fait que, vous savez, quand vous achetez un bien immobilier, eh bien, vous allez bénéficier d'un statut qui est très protecteur. Vous avez notamment le droit de vous rétracter dans un délai de 10 jours qui part à compter du lendemain de la présentation d'un courrier recommandé qu'on doit vous faire à l'issue de la signature de la promesse ou du compromis de vente.
Là, si vous achetez via une société, que ce soit civile ou une société civile ou une autre société, eh bien, vous ne pouvez pas bénéficier de ce droit de rétractation. On considère que la société, c'est pas une personne physique qui doit pouvoir réfléchir à son achat. Et puis, dans le cadre d'un prêt, la SCI n'est pas toujours considérée comme un acquéreur non professionnel, donc vous ne pouvez pas bénéficier de toutes les dispositions protectrices, toutes les dispositions protectrices de la loi Scrivener, par exemple, avec les délais de réflexion en jour, ou tout ce qui concerne la protection sur les emprunteurs immobiliers. Donc voilà, en conclusion, je pense que la SCI, c'est une très bonne chose, mais encore faut-il savoir pourquoi on choisit la SCI, dans quel objectif, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Dans la plupart des cas, j'ai tendance à dire que ce n'est pas forcément nécessaire. Si vous achetez votre résidence principale, que vous n'avez pas l'envie de transmettre tout de suite à vos enfants, utiliser une société civile, ça ne présente pas un intérêt majeur. En revanche, si vous achetez un bien immobilier, que vous souhaitez le louer, que vous allez en tirer des revenus et que vous avez une optique de transmission à vos enfants, là, effectivement, ça peut avoir un intérêt qui est certain. Donc, il faut vraiment réfléchir à vos objectifs. Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse parfaitement uniforme sur le fait de recourir ou non à une société civile. Ça dépend vraiment de vos objectifs. Et pour ça, la meilleure façon de savoir comment organiser l'acquisition de votre bien immobilier, eh bien, c'est d'en parler de votre notaire. Et il vous aiguillera sur l'opportunité ou non de créer une structure de société civile.